Et avant de commencer l'épisode, c'est rare que je vous parle de mes produits, mais cette semaine, je suis super excité de vous annoncer ma nouvelle formation pour les investisseurs autonomes. Je viens tout juste de la terminer, là, on parle d'environ 6h30, 7h de vidéo. Il y a un guide de 70 pages, des examens à chaque fin de module et tout ça, ça a été fait sur la plateforme Kajabi qui est spécifiquement conçue pour les cours en ligne et c'est vraiment une formation pour les investisseurs qui veulent bâtir eux-mêmes leur portefeuille à long terme et qui veulent battre la performance du marché, c'est-à-dire qui veulent battre les fonds indiciels, qui veulent battre les fonds mutuels. Autrement dit, on s'entend que c'est pas une formation pour apprendre comment investir dans un FNB qui reproduit le rendement du S&P 500. Au fait, l'idée, c'est de vous partager comment je fais mes analyses financières sur les entreprises cotées en bourse, c'est quoi mes stratégies et c'est quoi mes propres critères d'investissement pour le long terme. Bref, pour la promotion de lancement de la nouvelle formation, je donne un rabais de 25% à tous les auditeurs du podcast. C'est avec le code promo FINANCE25, donc c'est tout en majuscule, tout collé. Et comme je vous dis, c'est un rabais pour le lancement. Donc, dans 2 semaines, le code promo, il sera plus valide. Donc, si vous voulez plus de détails sur la formation, je vous invite à cliquer sur le lien qui va être dans la description de l'épisode et je vais également inscrire le code promo pour le rabais de 25%. Et sur ce, je commence le podcast d'aujourd'hui avec DeepSeek R1, qui est le nouveau modèle d'intelligence artificielle développé par la Chine. Et ce matin, comme vous avez pu le constater, ça a causé un vent de panique en bourse. Dites-vous qu'à l'ouverture des marchés, l'indice Nasdaq affichait moins 3%, et ça n'a pas l'air si pire dit de même, mais moins 3% pour un indice boursier, c'est pas mal catastrophique. À titre d'exemple, il y a Nvidia qui est en baisse de 12%. On peut aussi voir Microsoft qui est à moins 4%. Et Google et Amazon qui sont autour de moins 3% ce matin. Et là, la question que vous vous posez sûrement, c'est pourquoi DeepSeek a causé autant d'inquiétudes auprès des investisseurs ce matin? Et en fait, c'est parce que il y a une popularité grandissante envers l'intelligence artificielle de la Chine. Donc, DeepSeek R1 qui a été dévoilé lundi de la semaine passée, donc lundi le 20 janvier. Et déjà, c'est rendu l'application numéro 1 sur le App Store d'Apple. Et la raison derrière ça, c'est que DeepSeek, il est aussi performant, sinon plus, que ChatGPT. Et ça, c'est inquiétant pour les Américains parce que on parle d'un modèle chinois qui pourrait dépasser les modèles développés aux États-Unis, surtout que ChatGPT, qui appartient à OpenAI, c'est pas mal la référence en termes de robots conversationnels et ça donnait l'impression que les Américains, c'était ceux qui dominaient de loin l'industrie de l'intelligence artificielle, mais là, avec les dernières nouvelles vis-à-vis DeepSeek, c'est sûr que ça fait peur aux investisseurs qui avaient en fait misé sur Microsoft, Google, Meta et Amazon en ce qui a trait au développement de l'IA. Au fait, ça me rappelle un peu la course vers l'espace entre les États-Unis et la Russie dans les années 1960, mais là, c'est la course pour la meilleure intelligence artificielle et présentement, la course, ça se fait entre les États-Unis et la Chine. Déjà que les Américains et les Chinois ont commencé une guerre commerciale depuis 2018, je vous rappelle que lors de son premier mandat, Trump y avait imposé des tarifs douaniers sur les importations des produits en provenance de la Chine. Et là, avec les performances et l'adoption de DeepSeek, ce matin, les investisseurs ils sont plus trop certains que les États-Unis ont réellement une longueur d'avance dans cette course-là à l'intelligence artificielle. Et c'est ça qui explique la vente massive d'actions américaines dans le secteur technologique. Et de mon côté, oui, c'est une baisse importante pour certaines compagnies comme Nvidia et même Microsoft, mais au prix actuel, je vois pas encore d'opportunités d'achat incroyables de ce côté-là. Ce que je constate en fait, c'est plutôt que le prix des actions des Big Tech,
le prix était vraiment gonflé par l'optimisme des investisseurs envers l'IA. Et aujourd'hui, c'est juste que la balloune commence un peu à dégonfler parce que finalement, on vient de découvrir que la Chine pourrait devenir un compétiteur sérieux avec son modèle DeepSeek. Donc, de notre côté, en tant qu'investisseur autonome, faut pas céder à la panique. Allez pas vendre tout votre portefeuille parce que l'indice Nasdaq est à moins 3%. Tout va bien se passer et en fait, si on est chanceux, on va peut-être même avoir des actions en aubaine prochainement du côté du secteur technologique. Mais comme je vous dis, même avec la drop dans ce moment, je vois rien qui attire particulièrement mon attention. Donc, je vois pas de deal extraordinaire en ce moment, mais ça reste quelque chose à surveiller dans les prochains jours, prochaines semaines, tout dépendamment de ce qui se passe vis-à-vis DeepSeek. Et sinon, la semaine passée, une affaire qui a fait beaucoup jaser au Québec, c'est du côté du tribunal administratif du logement qui a recommandé une hausse record des loyers. On parle d'une augmentation suggérée de 5,9% en 2025. Et ça, logiquement, ça s'additionne avec l'augmentation suggérée de 4% en 2024 et de l'augmentation de 2,3% l'année d'avant. Et là, à titre de comparaison, pour vous donner une idée des augmentations suggérées dans le passé, avant 2022, les augmentations recommandées par le TAL, ça tournait autour de 1% par année. Il faut comprendre que la méthode de calcul pour les hausses de loyer, selon le tribunal administratif du logement, c'est basé sur l'indice des prix à la consommation, donc l'IPC. Autrement dit, selon leur méthode de calcul, le TAL, il considère que les hausses de loyer, ça devrait suivre l'inflation de l'année précédente, ce qui fait pas vraiment de sens à mes yeux, dans le sens que je peux comprendre que les taux d'intérêt y ont augmenté, les coûts de rénovation et d'entretien aussi, ça a grimpé. Même chose pour les primes d'assurance, habitation, les taxes foncières. Donc oui, il y a réellement une augmentation des frais pour les propriétaires d'immeubles locatifs et par conséquent, ça peut venir diminuer la rentabilité de leur investissement. Par contre, il faut se poser la question, est-ce que la majorité des locataires sont capables d'absorber financièrement des hausses de loyer aussi importantes? Et si c'était la seule chose qui augmentait à chaque année, je ne serais pas trop stressé avec ça, mais dans les faits, c'est l'ensemble du coût de la vie qui augmente. Et là, depuis les 2-3 dernières années, la proportion des revenus des ménages qui sert seulement à payer les dépenses essentielles comme le logement, la nourriture, l'essence, ça a drastiquement monté. Et là, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne devrait pas y avoir de hausse de loyer. Je dis seulement que les recommandations du TAL ne devraient pas se baser uniquement sur l'inflation des dernières années. À la place, on devrait prendre en considération les rénovations qui ont été réalisées par le propriétaire ou évaluer plus précisément les coûts qui sont liés à un immeuble parce que c'est sûr, les propriétaires ils peuvent continuer de monter le prix des loyers. S'il y a une crise du logement, là, clairement, ils ont de la marge pour demander des prix plus élevés. Le monde se bat pour trouver un logement, mais il faut penser plus loin que ça. Tu peux bien augmenter le loyer comme tu veux. Quelque part dans le temps, ça se peut que tu finisses avec des locataires qui n'arrivent plus à faire le paiement ou que ton 3,5, finalement, il y a 8 personnes qui habitent dedans. Et ça, ultimement, je suis pas convaincu que c'est ça que veulent les propriétaires non plus. Donc, c'est plate, mais c'est pas en 2025 qu'il va y avoir une accalmie du côté de la crise du logement au Québec. Ceci étant dit, je vais aussi rapidement aborder un crash immobilier qu'on devrait entendre de plus en plus parler prochainement, et c'est du côté des condos en Ontario et en Colombie-Britannique. En fait, actuellement, on constate le début d'une baisse du prix des loyers à Toronto, à Calgary, puis à Vancouver, et on s'entend, là, ça reste des loyers qui sont très chers. On parle d'environ 2300$ par mois pour une chambre et une salle de bain, mais les loyers sont quand même en train de descendre, ce qui est assez surprenant dans un contexte où l'enjeu principal, c'est l'abordabilité du logement, et c'est là qu'il faut comprendre ce qui se passe finalement dans ces villes-là. En fait, il y a un débalancement
de l'offre et de la demande du côté des condos. Et contrairement aux maisons unifamiliales, l'offre de condos excède largement la demande. Et pour comprendre comment ça se fait qu'il y a autant de condos à louer à Toronto puis à Vancouver, faut savoir qu'il y a eu énormément de construction de tours à condos depuis pratiquement 10 ans. Et l'année passée, en 2024, il y a beaucoup de ces projets-là qui ont abouti, c'est-à-dire qui sont arrivés à terme. Et en fait, juste à Toronto, on parle de 32 000 nouveaux condos qui ont été terminés. Donc, ça fait un paquet de condos qui s'ajoutent tout en même temps sur le marché. Et malheureusement, des petits condos avec une chambre puis une salle de bain, il n'y a personne qui veut ça. Il n'y a pas du tout le même niveau de demande pour ces condos-là versus les maisons unifamiliales. Et dites-vous qu'au départ, l'objectif de tout ça, là, avec les tours à condos, c'était des investisseurs qui achetaient les condos avant qu'ils soient construits. Puis là, une fois que la construction était terminée, ils pouvaient le revendre. Et là, avec la hausse des prix de l'immobilier au cours des dernières années, ça avait l'air d'une stratégie infaillible pour générer des gros profits. Il y a du monde qui revendait le double de ce qu'il avait payé avant la construction du condo. Donc, comme je vous dis, le but initial des investisseurs en immobilier, ça n'a jamais été d'habiter dans ces condos-là. L'idée, c'était de les vendre une fois qu'ils étaient construits. Mais là, avec le nombre record de condos qui se retrouvent sur le marché à Toronto, à Vancouver, ils sont plus capables de le vendre à un prix profitable. Et là, étant donné qu'ils ne veulent pas habiter dans leur condo, ils décident de les louer. Et c'est ce phénomène-là qui explique pourquoi il y a autant de condos qui sont en location et pourquoi le prix des loyers commence à baisser dans les grandes villes canadiennes. Et la leçon de cette histoire-là, c'est que miser sur le fait que les prix vont toujours continuer à augmenter, c'est un pari risqué parce que même si ça fait 30 ans que les prix montent, il n'y a pas de garantie pour l'avenir. Donc, c'est ça qui explique la baisse des loyers en Ontario et en Colombie-Britannique. C'est vraiment l'offre excessive de condos sur le marché immobilier. Et si on revient au Québec, mercredi dernier, on a appris que Amazon allait quitter le Québec et qu'il allait confier la livraison de leurs colis à des sous-traitants. Et là, ça fait en sorte que les 7 emplacements dans la province de Québec, ils vont tous fermer leurs portes. Et là, on parle ici d'entrepôts, de centres de tri, de centres de livraison. Et évidemment, ces fermetures-là, ça amène des licenciements. Et en fait, ça va causer la mise à pied de 1700 employés dans les entrepôts et centres de tri. Et il va y avoir aussi environ 1400 congédiements qui vont toucher les partenaires de services de livraison. Donc, grosso modo, suite au départ d'Amazon, il y a plus de 3000 employés québécois qui vont perdre leur job d'ici environ 2 semaines. Et on peut se poser la question si Amazon a pris cette décision-là en réponse à la syndicalisation des 250 employés d'un entrepôt à Laval. Officiellement, c'est sûr qu'Amazon va toujours nier qu'ils sont contre les syndicats, mais comme je vous dis, le simple fait qu'ils décident de fermer tous les emplacements dans la province de Québec après que des employés dans un entrepôt se sont syndiqués, ça envoie quand même un message clair à toutes les autres places, et là vraiment à travers le monde, que si jamais ils pensent à se syndiquer, ça pourrait leur coûter leur job. Donc je pense que c'est assez dissuasif comme stratégie antisyndicale. C'est plate, mais je pense que c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de quitter Québec. Et du côté des marchés boursiers, la semaine passée, c'était le dévoilement des états financiers trimestriels de Netflix et visiblement, les résultats ont été au-dessus des attentes. Et ce qui a aidé les chiffres de Netflix, ça a été entre autres le nombre de personnes qui se sont inscrites pour visionner le combat entre Mike Tyson et Jake Paul. Il y a eu aussi les parties de football de NFL qui ont été diffusées durant le temps des fêtes. Et tout ça pour dire que suite aux résultats financiers, les actions de Netflix y ont jumpé de 10% en seulement une journée. Et là, dites-vous que sur une période d'1 an,
le prix est passé de 540 $ à 980 $, ce qui est définitivement un des meilleurs titres de mon portefeuille en termes de rendement. À noter également que Netflix a annoncé qu'il allait avoir une augmentation du prix des abonnements au Canada. Donc, on parle de 2 piastres de plus pour le forfait standard avec de la publicité et d'une augmentation de 3 piastres sur l'abonnement premium là, avec la diffusion en 4K. Et oui, on parle de seulement quelques dollars de plus sur les différents forfaits, mais dites-vous qu'avec le nombre d'abonnés au Canada, 2-3 piastres de plus par mois, ben ça fait une énorme différence au bout de l'année. D'ailleurs, en parlant d'abonnement, Netflix ils ont également annoncé que c'était le dernier trimestre qui allait partager le nombre d'abonnés, ce qui m'indique qu'ils s'attendent probablement à une moins forte croissance des abonnements dans le futur, parce que sinon, ils seraient juste contents de nous le montrer. Et dans ce cas-là, ils se sont sûrement dit que s'ils gagnent un peu moins d'abonnés à chaque trimestre, la seule manière de continuer d'afficher une bonne croissance des bénéfices, ben, c'est d'augmenter la tarification des abonnements. Donc, c'est mon point de vue par rapport aux dernières annonces suite à leurs résultats financiers. Dans tous les cas, comme vous le savez, ben Netflix, c'est une des 4 plus grandes positions de mon portefeuille, donc aux côtés de Microsoft, Meta et Berkshire Hathaway. Et là, c'est sûr que avec mon dernier achat qui était en 2022 à 187 $ par action, depuis ce temps-là, on parle d'une hausse de 422%. Donc, avec ce rendement-là en tête, il y a bien du monde qui pourrait s'interroger sur, de un, le potentiel de croissance de l'entreprise pour les prochaines années. Et à ce moment-là, l'idée de vendre en partie ou en totalité sa position, ça pourrait devenir, ou du moins paraître de plus en plus intéressant parce que faut comprendre que Netflix, il verse pas de dividendes. Donc, le seul moyen de concrétiser ses gains, c'est avec un gain à capital et ça, c'est en vendant ses actions. Autrement, en attendant, c'est juste un profit sur papier. C'est ce qu'on appelle un gain non réalisé. Et de mon côté, je vais vous expliquer pourquoi je vends rien de mes actions de Netflix. Et vous allez voir, mon raisonnement il est simple. En fait, je me pose la question suivante. D'ici 5 à 10 ans, est-ce que Netflix devrait rester le leader en matière de streaming? Oui. Est-ce que Netflix a un avantage concurrentiel suffisant pour pouvoir continuer d'augmenter ses tarifs? Oui. Est-ce que Netflix peut diversifier ses sources de revenus? Oui, en fait, ils le font déjà avec les abonnements et la publicité. Bref, de mon côté, je demeure très confiant envers les perspectives de Netflix et même si on peut anticiper un certain ralentissement de la croissance du nombre des abonnés, je pense que même rendu à un certain stade de maturité, l'entreprise reste très intéressante pour le long terme. Tu sais, dans une couple d'années, c'est pas impossible que Netflix décide de verser un petit dividende comme le fait actuellement Apple, Microsoft, Google et Meta. Par contre, ça veut pas dire que j'achèterais des actions de Netflix au prix d'aujourd'hui. Tu sais, rendu autour de 1000 $ US par action, le prix est équivalent à peu près à 50 fois son bénéfice par action. Donc, on ne peut pas qualifier Netflix de compagnie sous-évaluée à ce prix-là. Donc, grosso modo, non, je ne vends pas mes actions, mais disons que ce n'est pas à ce prix-là que je déciderais d'amorcer une nouvelle position dans Netflix. Et pour conclure l'épisode d'aujourd'hui, mercredi cette semaine, c'est l'annonce de la décision de la Banque du Canada vis-à-vis les taux d'intérêt. Et de mon côté, pour mercredi, je prévois une baisse du taux directeur de 25 points de base, ce qui amènerait notre taux directeur à 3%. Et l'autre chose à surveiller cette semaine, c'est samedi le 1er février. Donc théoriquement, c'est là que Trump va annoncer ce qu'il devrait faire avec les tarifs douaniers pour le Canada et le Mexique. Donc c'est là qu'on devrait être en mesure de voir si ça va être réellement des tarifs de 25% et si les tarifs douaniers vont s'appliquer sur l'ensemble des importations de produits canadiens ou si plutôt il va décider de cibler des produits spécifiques. Donc sur ça, je vais terminer l'épisode là-dessus. Si vous aimez le contenu du podcast,
Je vous demande juste une petite faveur, allez cliquer sur suivre sur Spotify, laissez un 5 étoiles ou allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et sur ce, on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.